Ma mère a dit à ma femme enceinte de manger dans les toilettes afin que la nouvelle famille de sa fille puisse passer une journée parfaite. Maman a ajouté, les femmes enceintes n'ont pas leur place à de belles tables. Ma sœur a ricané, elle met tout le monde mal à l'aise avec son état. Je n'ai rien dit, j'ai simplement souri, pris sa main et nous sommes partis tranquillement. Ils ne savaient pas que leur monde fonctionnait grâce à mon argent, leur journée parfaite est devenue un cauchemar parfait lorsque la réalité les a frappés et qu'ils l'ont réalisé. Je n'aurais jamais pensé écrire cela, mais après ce qui s'est passé le week-end dernier, j'ai besoin de me libérer le cœur. Je m'appelle David, j'ai 34 ans. Je travaille dans le capital investissement et je me suis plutôt bien débrouillé au fil des ans. Ma femme, Sarah, a 28 ans et est actuellement enceinte de 6 mois de notre premier enfant. Elle rayonne absolument, et je ne pourrais pas être plus heureux de devenir père. L'histoire que je vais vous raconter met en scène ma mère, Linda, ma sœur, Jessica, et le nouveau mari de Jessica, Mark. Il s'agit de famille, de respect, et de ce qui se passe lorsque les gens oublient d'où provient réellement leur style de vie confortable. Permettez-moi d'abord de vous donner quelques informations contextuelles. En grandissant, notre famille n'était pas riche. Mon père est décédé lorsque j'avais 16 ans, laissant derrière lui d'importantes dettes médicales. Maman faisait des doubles postes dans un restaurant pour nous maintenir à flot, et j'ai commencé à travailler à temps partiel dès que j'ai eu l'âge. Jessica, ayant 4 ans de moins, s'en est un peu mieux sortie car, lorsqu'elle était au lycée, je contribuais déjà aux dépenses du ménage. J'ai fait mes études supérieures grâce à des bourses et des prêts, puis j'ai obtenu un poste de débutant dans une petite société d'investissement. Grâce à une détermination sans faille et à quelques coups de chance, j'en suis finalement arrivé là où je suis aujourd'hui. À mesure que mes revenus augmentaient, je me suis assuré de prendre soin de ma famille. J'ai remboursé l'hypothèque de maman il y a 5 ans et j'ai transféré l'acte de propriété à mon nom pour des raisons fiscales et de planification successorale. Lorsque l'arthrite de maman s'est aggravée et qu'elle n'a plus pu travailler au restaurant, j'ai mis en place une allocation mensuelle qui couvre toutes ses dépenses de subsistance. Elle vit confortablement dans la maison qui est techniquement la mienne mais qui a toujours été son chez-soi. Jessica a rencontré Mark il y a 2 ans à l'hôpital où elle travaille. C'est un type bien, il travaille dans l'informatique et gagne un salaire correct. Lorsqu'ils se sont fiancés l'année dernière, j'ai payé le mariage les $35 000 en entier. Maman voulait que Jessica ait la journée parfaite qu'elle n'a jamais eue elle-même, et j'étais heureux de le faire. La famille de Mark a contribué ce qu'elle pouvait, mais disons que ce n'était pas beaucoup. Maintenant, voici où les choses se compliquent. Au fil des ans, à mesure que je suis devenu plus prospère, j'ai remarqué un changement dans la façon dont ma famille me traite. C'est subtil, mais c'est là. Ils se sont habitués à mon soutien financier au point d'oublier que cela ne leur est pas dû, c'est un cadeau. Ils ont également développé des attitudes assez prétentieuses, surtout envers Sarah. Sarah vient d'une famille de la classe moyenne. Elle est institutrice de maternelle, ce qui signifie qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais elle aime ce qu'elle fait. Elle est gentille, intelligente et traite tout le monde avec respect. Mais dès le premier jour, maman et Jessica ont clairement fait savoir qu'elles ne la trouvaient pas assez bien pour moi. Elles ont fait des commentaires sur son emploi simple, ses vêtements, les origines modestes de sa famille. Cela m'a toujours dérangé, mais Sarah m'a demandé de maintenir la paix, alors j'ai gardé mes opinions pour moi. La grossesse a empiré les choses. Maman continue de faire des commentaires sur la façon dont Sarah devrait quitter son travail et se concentrer sur le fait d'être une bonne épouse et mère. Jessica a été encore plus désagréable, donnant constamment des conseils non sollicités sur la grossesse, l'accouchement et l'éducation des enfants, sans jamais avoir été enceinte elle-même. Sarah gère tout avec grâce, mais je vois que cela l'épuise. Samedi dernier était le premier anniversaire de mariage de Jessica et Mark. Maman a décidé de leur organiser un dîner de fête à Bella Vista, ce restaurant italien haut de gamme du centre-ville. C'était censé être une petite réunion de famille, juste maman, Jessica, Mark, les parents de Mark, Sarah et moi. Maman a fait la réservation et a spécifiquement demandé leur salle à manger privée, ce qui signifiait que j'allais payer l'addition. Pas de problème pour moi, je veux que ma sœur soit heureuse. Nous nous sommes tous retrouvés au restaurant à 18h. Sarah était magnifique dans cette robe bleu marine qui accompagnait parfaitement son ventre qui grossissait. Elle était enthousiaste à l'idée du dîner, ayant passé l'après-midi à préparer le gâteau au citron préféré de Jessica à partir de 0 en guise de surprise. Le restaurant est le genre d'endroit où un dîner pour 8 personnes coûte facilement entre 800 et $1000, mais j'ai dit à maman de commander ce qu'elle voulait. Tout semblait normal au début.
Nous étions assis dans la salle à manger privée, en regardant les menus, en faisant de petites conversations. Les parents de Marc sont des gens sympathiques, son père est retraité de la poste, sa mère était secrétaire d'école. Ils étaient un peu dépassés par l'atmosphère chic mais essayaient de s'intégrer. Sarah discutait avec la mère de Marc au sujet de l'enseignement lorsque les choses ont pris une mauvaise tournure. Le serveur est venu prendre nos commandes de boissons, et Sarah a demandé de l'eau gazeuse avec du citron. Maman a immédiatement froncé les sourcils et a dit « Oh, c'est vrai, tu ne peux plus boire rien de divertissant. » Cela a été dit sur un ton faussement compatissant qui m'a fait frissonner, mais Sarah a simplement souri et a dit qu'elle était parfaitement heureuse avec de l'eau. Puis Jessica a ajouté « Tu sais, Sarah, tu devrais peut-être envisager de passer à l'eau plate. J'ai lu que les boissons gazeuses ne sont pas bonnes pour le bébé. » Sarah a poliment expliqué que son médecin avait dit que l'eau gazeuse était acceptable, mais Jessica a continué à insister. Eh bien, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Une mère devrait être prête à tout sacrifier pour son enfant. J'ai vu la mâchoire de Sarah se tendre, mais elle a simplement hoché la tête et a changé sa commande pour de l'eau plate. Premier point négatif. Alors que nous attendions nos apéritifs, maman a commencé à parler de l'élégance du restaurant, de la beauté d'un dîner familial dans un endroit, avec des standards. Elle a continué à souligner ces mots en regardant Sarah, et j'ai commencé à m'énerver. Mais les vrais feux d'artifice ont commencé lorsque notre nourriture est arrivée. Sarah avait commandé le risotto aux fruits de mer, qui était servi en portions assez généreuses. Elle en avait mangé environ la moitié lorsqu'elle a soudainement eu l'air pâle et s'est excusée pour aller aux toilettes. Les nausées de grossesse peuvent survenir à des moments aléatoires, et elle les avait eues tout au long de son 2e trimestre. Elle est restée absente une dizaine de minutes, et lorsqu'elle est revenue, elle avait meilleure mine mais a dit qu'elle avait besoin de faire une pause dans son repas. C'est alors que maman a frappé. Tu sais, Sarah, a dit maman assez fort pour que toute la table entende, si tu vas être malade, tu devrais peut-être envisager de manger dans les toilettes. C'est censé être le jour spécial de Jessica, et nous nous sommes tous habillés pour dîner dans un établissement convenable. La table est tombée silencieuse. Les parents de Marc avaient l'air mortifiés. Marc lui-même fixait son assiette. Jessica acquiesçait comme si maman avait parfaitement raison. J'ai senti ma tension artérielle monter, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, maman a continué. Les femmes enceintes n'ont vraiment pas leur place à de belles tables si elles ne peuvent pas se contrôler correctement. C'est gênant pour tout le monde. Le visage de Sarah est devenu rouge vif, elle avait l'air d'avoir reçu une gifle, mais maman n'avait pas fini. Je veux dire, regardez autour de vous dans cette pièce. C'est un endroit chic, les gens viennent ici pour s'amuser, pas pour regarder quelqu'un courir de long en large jusqu'aux toilettes en ayant l'air vert de rage. C'est alors que Jessica a décidé d'en rajouter, avec un sourire narquois sur le visage. Elle a dit, maman a raison. Elle met tout le monde mal à l'aise avec son état. Peut-être aurait-elle dû rester à la maison, puisqu'elle n'arrivait pas à supporter d'être en public. J'ai regardé autour de la table. Les parents de Marc avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. Marc fixait toujours son assiette comme un lâche. Maman et Jessica regardaient toutes les deux Sarah avec ses expressions satisfaites, comme si elle venait de la remettre à sa place. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes, mais elle s'est maîtrisée. Elle a commencé à s'excuser, ce qui m'a rendu encore plus furieux. Voici ma femme enceinte qui s'excuse d'avoir des nausées matinales parce que ma famille l'a traitée comme des ordures. Mais je n'ai pas explosé, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose qui a probablement surpris tout le monde, y compris Sarah. J'ai souri. Je me suis levé calmement, je me suis approché de la chaise de Sarah et je lui ai tendu la main. « Viens, chérie », ai-je dit doucement, rentrons à la maison. Sarah m'a regardé avec confusion et soulagement. Elle a pris ma main, et je l'ai aidée à se lever. J'ai pris son sac à main et le gâteau qu'elle avait apporté, puis je me suis tourné vers la table. « Profitez du reste de votre dîner », ai-je dit en souriant toujours. J'espère que ce sera tout ce que vous vouliez, et nous sommes partis comme ça, pas de cris, pas de confrontation dramatique, pas de porte claquée. Nous sommes simplement sortis de cette salle à manger privée, du restaurant et jusqu'au parking. Dans la voiture, Sarah a finalement éclaté en sanglots. « Je suis tellement désolé, David. J'ai gâché le dîner de Jessica. Ta mère a raison, je n'aurais pas dû venir si j'allais être malade. Ne t'excuse surtout pas, lui ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Je l'ai ramené à la maison, je lui ai préparé du thé,
et nous avons passé la soirée à parler de ce qui s'était passé. Sarah voulait savoir ce que je comptais faire si j'allais les appeler, si j'allais exiger des excuses. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que je m'occuperais de tout. Elle s'est endormie vers 22 heures, épuisée par le stress et la grossesse. Je l'ai installée confortablement, puis je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai commencé à passer des appels. Vous voyez, ce que maman et Jessica ne comprennent pas, c'est que leur style de vie confortable n'existe pas dans le vide. Chaque paiement mensuel que je fais, chaque facture que je règle, chaque luxe dont elles profitent, tout cela vient de moi. Et si elles pensent qu'elles peuvent traiter ma femme comme des ordures et s'attendre à ce que je finance toujours leur vie, elles sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. J'ai commencé par les finances de maman. Je lui paie son hypothèque depuis 5 ans, mais la maison est toujours à mon nom à des fins fiscales. Je paie également son assurance auto, son assurance maladie, ses services publics, ses courses, et je lui donne une allocation mensuelle de $3000 pour ses dépenses personnelles. De plus, je verse de l'argent sur un compte de retraite pour elle depuis qu'elle ne peut plus travailler. Ensuite, il y a Jessica. Je lui ai acheté sa voiture directement, donc elle n'a pas de paiement de voiture, mais je paie son assurance et son entretien. J'ai également créé un compte d'épargne pour elle et Marc avec $50 000 en cadeau de mariage, en comprenant qu'il l'utiliserait pour un acompte sur une maison. J'y contribue mensuellement, et j'ai également payé leur voyage de noces en Europe l'année dernière $8000 au total. J'ai calculé que je dépense environ $12 000 par mois pour soutenir ma mère et ma sœur, soit $144 000 par an. Au cours des 5 dernières années, j'ai investi près de $750 000 dans leur confort et leur sécurité. Il est temps pour elles de voir à quoi ressemble la vie sans ma générosité. Dès lundi matin, j'ai commencé à apporter des changements. Tout d'abord, j'ai appelé la banque et j'ai bloqué les virements automatiques sur les comptes de maman. Ensuite, j'ai contacté ses fournisseurs de services publics et j'ai supprimé ma carte de crédit comme mode de paiement. J'ai fait de même avec son assurance auto et son assurance maladie. J'ai appelé sa société de crédit hypothécaire et je lui ai fait savoir que je ne paierais plus ses mensualités, et comme l'acte de propriété de la maison était à mon nom à des fins fiscales, j'ai commencé la procédure pour la mettre sur le marché. Pour Jessica, j'ai bloqué le compte d'épargne commun que j'avais créé pour elle et Marc. J'ai contacté sa compagnie d'assurance auto et j'ai annulé la police. J'ai également appelé la société de carte de crédit et j'ai annulé la carte que je lui avais donnée pour les urgences, celle qu'elle utilisait pour ses courses régulières. Mais je n'avais pas fini. J'ai également commencé à examiner d'autres investissements que j'avais faits au fil des ans. Le restaurant où maman travaillait? Je l'ai acheté il y a 3 ans lorsque le propriétaire original allait le fermer. J'avais gardé l'ancien patron de maman comme manager et la plupart du personnel d'origine, mais j'avais investi beaucoup d'argent dans les rénovations et la modernisation des équipements. Il était maintenant rentable. Il est temps de le vendre. La maison que Jessica et Marc louent? Elle est aussi à moi. Je l'ai achetée comme immeuble de placement et je la leur ai louée à un prix bien inférieur au prix du marché. Ils paient $1200 par mois pour un logement qui devrait se louer $2000. Leur bail était mensuel, j'ai donc préparé un avis selon lequel leur loyer augmenterait au prix du marché à partir du mois suivant. J'ai passé lundi et mardi à mettre tout cela en mouvement, passer des appels, signer des papiers, rencontrer des avocats et des agents immobiliers. J'étais méthodique et minutieux, pas d'émotion, juste des affaires. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Maman m'a appelé dimanche soir pour se plaindre que j'avais quitté le dîner tôt et l'avait embarrassée devant les parents de Marc. Elle a laissé 3 messages vocaux exigeant que je la rappelle et que je m'explique. Jessica a envoyé plusieurs textos pour demander pourquoi j'étais si dramatique et en disant que Sarah devait se durcir si elle voulait être mère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mercredi matin, la carte de crédit de maman a été refusée à l'épicerie. Elle m'a appelé immédiatement, paniquée. David, il y a un problème avec ma carte. La banque dit qu'il n'y a pas d'argent sur mon compte. Peux-tu arranger ça? Il n'y a rien à arranger, maman, lui ai-je dit calmement. J'ai arrêté de faire des dépôts sur ton compte. Silence. Alors que veux-tu dire par arrêter? Pourquoi ferais-tu ça? Je pense que tu sais pourquoi. C'est à propos de samedi soir, n'est-ce pas? Tu me punis parce que j'ai essayé de maintenir certains standards dans un bon restaurant. Je ne punis personne, ai-je dit. Je ne paie plus ton style de vie. Elle a commencé à crier, puis à demander comment elle allait payer ses factures, comment elle allait manger, ce qu'elle allait faire. Je l'ai laissé se défouler pendant quelques minutes,
puis j'ai dit, tu trouveras une solution, comme la plupart des gens. Jeudi matin, Jessica a appelé. Elle pleurait. David, qu'est-ce que tu fais? Maman m'a appelé hystérique. Elle dit que tu l'as complètement coupé, et mon assurance auto vient d'être annulée. Oui, ai-je dit. J'ai arrêté de payer l'assurance de tout le monde, leur voiture, leur subvention de loyer, leur carte de crédit et leur compte d'épargne. Tu ne peux pas abandonner ta famille comme ça. Je n'abandonne personne, ai-je dit. Je ne finance plus le style de vie de personne. Il y a une différence. Mais nous dépendons de toi. Oui, je sais que c'est le problème. C'est insensé. Tu détruis nos vies à cause d'un dîner. Non, Jessica, ai-je dit. Je ne détruis rien. Je ne le construis plus simplement avec mon argent. Vendredi, l'agent immobilier m'a appelé pour me dire que nous avions reçu une offre sur la maison de maman. C'était une bonne offre, proche du prix demandé. Je l'ai acceptée. Ce soir-là, maman s'est présentée chez nous. Sarah était à l'étage pour se reposer, et j'ai répondu à la porte pour trouver maman debout là, les yeux rouges et une expression désespérée. S'il te plaît, David, nous devons parler. Je l'ai laissée entrer, et nous nous sommes assis dans le salon. Elle a regardé autour de notre maison, la maison que j'ai achetée et décorée, remplie de beaux meubles et d'œuvres d'art, et j'ai pu la voir faire des calculs dans sa tête. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, a-t-elle dit. Je t'ai élevé. J'ai tout sacrifié pour toi et Jessica après la mort de ton père. Comment peux-tu m'abandonner maintenant? Tu ne m'as pas abandonné, maman, ai-je dit. Tu as fait ce que les parents sont censés faire, tu t'es occupé de tes enfants. Mais je ne suis plus ton enfant, et tu n'as pas droit à mon argent. Mais je ne peux pas survivre sans ton aide. Bien sûr que si, ai-je dit. Tu ne peux tout simplement pas vivre comme tu l'as fait. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, c'est à cause de Sarah, n'est-ce pas? Tu choisis elle au lieu de ta propre famille. Il s'agit de respect, ai-je dit. Tu as traité ma femme enceinte comme des ordures. Tu l'as humiliée en public. Tu lui as dit de manger dans les toilettes parce qu'elle te mettait mal à l'aise. J'essayais juste de maintenir une certaine dignité, a-t-elle dit. Ce restaurant était cher et chic, et elle était perturbatrice. Elle avait des nausées matinales, maman, ai-je dit. Elle porte ton petit enfant. Elle aurait pu rester à la maison, a dit maman. Elle aurait pu, mais elle est venue parce qu'elle voulait célébrer l'anniversaire de Jessica. Elle a préparé un gâteau à partir de zéro. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle était enthousiaste à l'idée d'être là, et tu l'as traitée comme si elle était des déchets. Maman pleurait maintenant. Je suis désolé, d'accord? Je suis désolé. Je vais m'excuser auprès de Sarah. Je vais arranger ça. Non, tu ne le feras pas, ai-je dit, parce que tu ne penses pas vraiment avoir fait quelque chose de mal. Tu penses que je réagis de manière excessive. Tu penses que Sarah est trop sensible. Tu penses que ton comportement était justifié. Elle ne l'a pas nié, ce qui m'a tout dit. S'il te plaît, ne vends pas ma maison, a-t-elle murmuré. J'y vis depuis 5 ans. C'est ma maison. C'est ma maison, maman, ai-je dit. C'était toujours ma maison. Tu y as vécu comme mon invité. Mais où vais-je aller? Ce n'est plus mon problème. Samedi matin, Jessica et Marc sont arrivés. Marc avait l'air mal à l'aise et embarrassé, Jessica avait l'air furieuse. Tu es complètement déraisonnable, a-t-elle commencé avant même d'avoir franchi la porte. Maman a 62 ans. Elle ne peut pas tout recommencer. Elle ne recommence pas, ai-je dit. Elle va simplement vivre selon ses propres moyens au lieu des miens. C'est fou. Tu vas la rendre sans abri. Personne ne la rend sans abri, ai-je dit. Elle a des options. Elle peut trouver un petit appartement. Elle peut demander un logement pour personnes âgées. Elle peut venir vivre avec vous. Le visage de Jessica est devenu blanc. Nous n'avons pas les moyens de la soutenir. Moi non plus, apparemment, ai-je dit, mais vous gagnez tellement d'argent. Oui, je le fais, ai-je dit, et je l'ai partagé généreusement avec vous deux pendant des années. Mais la générosité doit être mutuelle. Vous devez traiter les personnes qui vous soutiennent avec respect. Marc a enfin pris la parole. Écoute, David, ce qui s'est passé au dîner était faux. Mes parents étaient horrifiés, nous l'étions tous. Mais ne penses-tu pas que tu vas un peu trop loin?
Voici ce que je pense, Mark, ai-je dit. Je pense que si Jessica avait traité ta mère comme elle a traité ma femme, tu serais parti aussi. Je pense que tu es seulement là pour me demander de me calmer parce que votre style de vie est sur le point de changer. Il n'a pas contesté cela. Que veux-tu, a demandé Jessica. Des excuses, ai-je dit. D'accord, a dit Jessica. Je suis désolé, maman. Désolé. Nous sommes tous désolés. Pouvons-nous simplement revenir à la normale maintenant? Non, ai-je dit simplement. Parce que ce n'est pas une question d'excuses, il s'agit de conséquences. Vous avez maltraité ma femme parce que vous pensiez pouvoir vous en sortir. Vous pensiez que j'allais simplement l'absorber et continuer à écrire des chèques. Vous vous êtes trompé. C'est alors que Sarah est descendue. Elle avait écouté depuis le couloir, et elle avait l'air triste mais déterminée. Je ne veux pas être la raison des problèmes de famille, a-t-elle dit doucement. Si cela pouvait t'aider, je peux m'excuser d'avoir quitté le dîner tôt. Absolument pas, ai-je dit fermement. Tu ne t'excuses de rien. Maman a regardé Sarah avec espoir. Oh, chérie, si tu pouvais juste, non, les jeux interrompus. Sarah ne s'excuse pas d'avoir des nausées matinales. Elle ne s'excuse pas d'être enceinte. Elle ne s'excuse pas d'exister. La conversation est terminée. Au cours des semaines suivantes, la réalité s'est installée pour maman et Jessica. La maison de maman s'est vendue rapidement, et elle a dû trouver un autre endroit où vivre. Elle a fini dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, près de la ligne de bus. Elle a demandé une allocation de retraite et une aide alimentaire, pour lesquelles elle a été admissible, même si ses revenus mensuels sont passés de $3 000 à environ $1 200. Jessica et Mark ont dû déménager de la maison qu'ils louaient chez moi à un prix inférieur au prix du marché. Ils ont trouvé un logement plus petit plus éloigné de la ville, et Jessica a dû faire des heures supplémentaires à l'hôpital pour joindre les deux bouts. Le compte d'épargne de $50 000 auquel je contribuais a été bloqué, et ils ont dû abandonner leur projet d'achat d'une maison. Ils m'ont tous les deux appelé des dizaines de fois au cours de ces semaines. Les conversations suivaient le même schéma, colère, négociation, culpabilisation, promesse de changement, et enfin, acceptation. Je suis resté cordial mais ferme. Je ne les punissais pas, je ne les subventionnais plus simplement. Le changement le plus intéressant a été dans leurs attitudes envers Sarah. Soudain, elles se sont montrées très intéressées par des réparations. Maman a envoyé des fleurs avec une longue lettre d'excuses. Jessica a proposé d'organiser une baby shower pour Sarah. Toutes les deux ont commencé à appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Mais c'était trop peu, trop tard. Sarah était polie mais distante. Elle ne croyait pas à leur soudain changement de cœur, et moi non plus. Il était évident qu'elles essayaient de regagner mes bonnes grâces, de restaurer leur sécurité financière. Environ 6 semaines après l'incident du dîner, nous avons organisé une réunion de famille pour la baby shower de Sarah. La famille de Sarah l'a organisée, et ils ont invité maman et Jessica par politesse. Le contraste était saisissant. La famille de Sarah enseignants, infirmières, petits entrepreneurs, des gens qui travaillent pour gagner leur vie traitaient tout le monde avec chaleur et respect. Ils étaient sincèrement enthousiastes à l'idée du bébé et ont fait tout leur possible pour que Sarah se sente aimée et soutenue. Maman et Jessica étaient sur leur meilleur comportement, presque désespérément. Elles complimentaient constamment Sarah, apportaient des cadeaux coûteux qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre, et essayaient de s'immiscer dans les conversations sur le bébé. Mais il y avait une tension sous-jacente. Elles ne cessaient de me regarder avec espoir, attendant un signe que leur bon comportement leur valait un sursis. Ce ne fut pas le cas. Après la douche, maman a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes allés dans la cour arrière de la maison des parents de Sarah. Tu as fait passer ton message, a-t-elle dit. Nous avons maltraité Sarah, et nous sommes désolés, vraiment, sincèrement désolés. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Quand pourrons-nous redevenir une famille? Nous sommes une famille. Je lui ai répondu, nous avons simplement des arrangements financiers différents maintenant. Mais je lutte, David, je lutte vraiment. L'appartement est minuscule, et le quartier n'est pas sûr. J'arrive à peine à me payer les courses. Tu vis comme la plupart des gens de ton âge vivent lorsqu'ils n'ont pas assez épargné pour la retraite. Mais je n'ai pas pu épargner, je te soutenais, toi et Jessica. Je comprends. C'est pourquoi je t'ai soutenu pendant 5 ans. Mais ce chapitre est maintenant terminé. Donc tu ne vas plus jamais m'aider? Jamais?
J'y ai réfléchi un instant. Je t'aiderai en cas d'urgence. Si tu as besoin de soins médicaux que tu ne peux pas te permettre, je paierai. Si ton appartement devient inhabitable, je t'aiderai à trouver un endroit sûr. Mais je ne vais pas retourner au financement de ton style de vie. Quelle est la différence? La différence, c'est le respect, la décence humaine fondamentale, traiter ma femme comme une personne au lieu d'une gêne. 3 mois plus tard, Sarah a donné naissance à notre fils. Maman et Jessica étaient à l'hôpital en quelques heures, apportant des fleurs, des ballons et des animaux en peluche. Elles étaient incroyablement attentionnées et serviables, et je pouvais voir qu'elles étaient sincèrement heureuses de leur petit-fils et neveu. Mais j'ai aussi remarqué qu'elles ne cessaient de mentionner le coût élevé des bébés, l'aide dont les nouveaux parents ont besoin, l'importance du soutien familial pendant cette période. Le message était clair, elles espéraient que le bébé adoucirait ma résolution et rouvrirait mon portefeuille. Cela n'a pas fonctionné. Ne vous méprenez pas, je ne les ai pas complètement exclues de nos vies. Elles sont les bienvenues aux réunions de famille. Elles peuvent rendre visite à leur petit-fils quand elles le veulent. Nous avons des dîners de fête et des fêtes d'anniversaire. Mais la relation financière est terminée. Maman s'est finalement adaptée à ces nouvelles circonstances. Elle s'est fait des amis dans son immeuble, a commencé à faire du bénévolat dans un organisme de bienfaisance locale, et semblait trouver un but de manière qui ne consistait pas à dépenser mon argent. Elle n'est toujours pas contente de la situation, mais elle s'en sort. Jessica a eu plus de mal à s'adapter. Elle et Marc ont traversé une période difficile lorsque l'argent est devenu rare, et à un moment donné, elle a demandé si elle pouvait revenir vivre chez maman. Mais ils ont surmonté cela, et je pense que leur mariage est plus fort maintenant qu'ils construisent leur propre vie au lieu de vivre de ma générosité. Le résultat le plus important est qu'elle traite maintenant Sarah avec respect. Cela peut être motivé par l'intérêt personnel ou elles espèrent regagner mes bonnes grâces, mais le résultat est le même, Sarah n'est jamais insultée, jamais mise mal à l'aise, jamais traitée comme inférieure. Elle s'enquiert de son travail, complimente son rôle de parent et l'inclut dans les conversations familiales. Sarah ne leur fait toujours pas entièrement confiance, et je ne lui en veux pas, mais elle est prête à maintenir une relation cordiale pour le bien de l'harmonie familiale, surtout maintenant que nous avons un fils qui mérite de connaître sa grand-mère et sa tante. Quant à moi, j'ai appris quelque chose d'important sur la dynamique familiale et l'argent. Lorsque vous soutenez financièrement des personnes pendant une période prolongée, elles commencent à considérer ce soutien comme un droit plutôt qu'un cadeau. Elles commencent à le tenir pour acquis, et pire encore, elles commencent à maltraiter la source de ce soutien parce qu'elles supposent qu'il continuera quelle que soit leur conduite. La vérité est que je pouvais me permettre de continuer à soutenir maman et Jessica indéfiniment. L'argent que je dépensais pour elles était important pour elles, mais pas une difficulté pour moi. Mais l'argent sans respect, c'est juste encourager les mauvais comportements. J'ai aussi appris que Sarah est plus forte que je ne le pensais. Elle ne m'a jamais demandé de couper les ponts avec ma famille. Elle n'a jamais exigé d'excuses ou de vengeance. Elle voulait juste être traitée avec dignité. Lorsque cela ne s'est pas produit, elle était prête à l'accepter et à passer à autre chose. C'est moi qui ai décidé de tracer une ligne dans le sable. Aujourd'hui, près d'1 an plus tard, la dynamique familiale s'est installée dans une nouvelle normalité. Nous nous réunissons toujours pour les fêtes et les occasions spéciales. Maman et Jessica font toujours partie de nos vies, mais la dynamique de pouvoir a changé. Elles ne peuvent plus maltraiter Sarah ou moi et s'attendre à ne subir aucune conséquence. Notre fils grandit dans une famille où le respect est attendu et gagné, pas acheté. Il connaîtra sa famille élargie, mais il verra aussi que ses parents se défendent mutuellement et ne tolèrent pas le manque de respect. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Ils pensent que je suis allé trop loin, que j'aurais dû simplement exiger des excuses et passer à autre chose. Mais je ne le regrette pas. Ce dîner à Bella Vista n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après des années de subtil manque de respect et de droit aux privilèges. Ma femme méritait mieux, et mon fils mérite de grandir dans une famille où sa mère est traitée avec dignité. Les gens de votre vie doivent comprendre que votre générosité s'accompagne de l'attente d'une décence humaine fondamentale. S'ils ne peuvent pas respecter cette norme minimale, alors ils doivent apprendre à vivre sans votre aide. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses choix. Cela les oblige à grandir, à assumer leurs responsabilités et, espérons-le, à devenir de meilleures personnes. Quant à cette journée parfaite que maman voulait pour Jessica, il s'avère que les journées parfaites ne consistent pas en des restaurants coûteux ou des environnements luxueux. Elles consistent à être entouré de personnes qui se traitent avec amour et respect.
Une fois que maman et Jessica ont compris cela, nous avons recommencé à avoir des journées vraiment parfaites mais pas à mes dépens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ 18 mois après la naissance de notre fils, quelque chose s'est passé qui a vraiment mis les choses en perspective et m'a montré que j'avais pris la bonne décision. Sarah et moi planifions la première fête d'anniversaire de notre fils lorsque Sarah a suggéré d'inviter tout le monde, nos deux familles, nos amis, nos collègues. Cela allait être une grande fête chez nous, et elle voulait que ce soit spécial. J'hésitais à inclure maman et Jessica, non pas parce que je ne voulais pas qu'elles soient là, mais parce que je n'étais pas sûr de leur comportement chez nous, autour de la famille de Sarah et de nos amis. Sarah a insisté, cependant. Elles ont été meilleures ces derniers temps, a-t-elle dit, et je veux que Tommy grandisse en connaissant toute sa famille, même si les choses sont compliquées. Nous les avons donc invités. Maman est arrivée avec un cadeau fait maison, un album photo qu'elle avait réalisé avec des photos de mon enfance, des photos de Sarah pendant sa grossesse, et les premières photos de Tommy. C'était réfléchi et personnel, clairement quelque chose sur lequel elle avait passé du temps plutôt que d'acheter quelque chose de cher. Jessica a également apporté un cadeau pratique, un sac à couches qu'elle avait cousu elle-même avec le nom de Tommy brodé dessus. Pendant la fête, j'ai entendu maman parler à la mère de Sarah, Hélène. Elle regardait Tommy jouer avec des blocs, et Hélène parlait de sa fierté pour Sarah qui gérait si bien le travail et la maternité. Elle est remarquable, a dit maman, et je pouvais voir qu'elle le pensait. Je n'appréciais pas cela chez elle auparavant. J'étais tellement concentré sur ce dont David avait besoin que je n'ai pas vu ce qu'il avait réellement. Hélène a souri. Sarah a toujours été indépendante, même petite fille. Elle insistait pour faire les choses elle-même. David a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi fort. Il l'est, a convenu maman. Et j'ai de la chance qu'elle m'ait pardonné d'avoir été si idiote. Plus tard dans la soirée, après le départ de la plupart des invités, Jessica s'est approchée de moi pendant que je rangeais. Elle avait l'air nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. « David, puis-je te demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. »« Penses-tu que tu me feras à nouveau confiance un jour ? » ?»« Vraiment confiance ? » J'ai arrêté ce que je faisais et je l'ai regardé. « Que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire, je sais que tu ne retourneras jamais à payer pour tout comme avant, et je ne te le demande pas, Marc et moi allons bien seuls maintenant, mieux que bien, en fait. Mais parfois, j'ai l'impression que tu attends que je recommence à faire des erreurs, que je dise quelque chose d'affreux à Sarah ou que je montre mes vraies couleurs. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Au cours de l'année et demie écoulée, Jessica avait toujours été respectueuse envers Sarah. Elle avait offert une aide sincère pendant les nuits difficiles avec le bébé, avait célébré les réussites professionnelles de Sarah, et n'avait jamais fait de remarques sarcastiques sur ses antécédents ou ses choix. Je pense que la confiance doit être reconstruite lentement, lui ai-je dit. Tu as beaucoup blessé Sarah ce soir-là. Et avant ce soir-là, il y a eu beaucoup de petites blessures. Cela va prendre du temps. Je le sais. Et je veux que tu saches que je suis gentil avec Sarah parce que je veux quelque chose de toi. Je suis gentil parce que j'ai enfin réalisé quelle insulte complète j'étais avant, et j'ai honte de la façon dont j'ai agi. Cette conversation m'est restée en mémoire car elle semblait sincère d'une manière que leurs excuses précédentes ne l'étaient pas. Jessica ne jouait pas pour mon bénéfice, elle réfléchissait réellement à son comportement et à son impact. Quelques mois plus tard, nous avons eu un véritable test de cette nouvelle dynamique. Sarah a eu une fausse couche vers 8 semaines de grossesse avec notre deuxième enfant. Elle s'est retrouvée aux urgences à 2 heures du matin, saignant et terrifiée. J'ai appelé Jessica parce qu'elle était infirmière, et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider à comprendre ce que les médecins nous disaient. Jessica a tout laissé tomber et nous a rejoints à l'hôpital. Elle est restée avec Sarah pendant que je m'occupais des papiers et de l'assurance, lui tenant la main et lui expliquant les procédures en termes qu'elle pouvait comprendre. Lorsque les saignements se sont arrêtés et que les médecins ont confirmé que le bébé allait bien, Jessica a pleuré de soulagement, presque autant que Sarah. J'avais tellement peur de les perdre, m'a-t-elle dit plus tard, pas seulement le bébé, mais toutes les deux. Sarah est devenue comme une vraie sœur pour moi, et je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre cela. C'est à ce moment-là que j'ai su que le changement chez Jessica était réel. Elle ne pensait pas à l'argent ou à sa relation avec moi, elle était sincèrement préoccupée par le bien-être de Sarah. La transformation de maman a pris plus de temps, mais elle a été tout aussi sincère. Le tournant s'est produit lorsque Tommy avait environ 2 ans et est tombé très malade avec une gastro-entérite. Sarah et moi étions épuisés par les nuits sans sommeil, et j'ai dû voyager pour le travail. Sans qu'on le lui demande, maman est apparue à notre porte avec une soupe maison et a proposé son aide.
Elle a passé 3 jours à notre maison à faire la lessive, le ménage et à s'occuper de Tommy pour que Sarah puisse se reposer. Elle ne s'est jamais plainte, ne s'est jamais mise en avant, n'a jamais rien attendu en retour. À mon retour de voyage, Sarah m'a dit que maman avait été incroyable. Elle n'a pas essayé de prendre le contrôle ou de me dire que je faisais mal les choses, a dit Sarah. Elle a juste aidé. Et elle n'arrêtait pas de dire combien elle était désolée de ne pas avoir été plus soutenante lorsque j'étais enceinte de Tommy. Ce soir-là, maman et moi étions assis sur la véranda pendant que Sarah couchait Tommy. J'ai repensé à ce soir-là au restaurant, a-t-elle dit. Je le rejoue parfois dans ma tête, et je suis horrifié par ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qui t'horrifie le plus, ai-je demandé. Que j'étais tellement préoccupé par l'apparence des choses aux yeux des autres que j'ai oublié la gentillesse humaine fondamentale. Sarah était malade et effrayée, portait mon petit enfant, et au lieu de la protéger, je l'ai attaquée. Quel genre de personne fait cela? Une personne qui a perdu de vue ce qui compte vraiment, ai-je dit. Mais les gens peuvent changer. Ai-je assez changé, a-t-elle demandé. Ai-je mérité le pardon? Ce n'est pas vraiment à moi de décider, lui ai-je dit. Tu devrais demander à Sarah. Le lendemain matin, j'ai trouvé maman et Sarah qui parlaient tranquillement dans la cuisine pendant que Tommy prenait son petit déjeuner. Maman pleurait, et Sarah lui tenait la main. Elle m'a demandé de lui pardonner. Sarah me l'a dit plus tard, vraiment demandé, pas seulement dit désolé et s'attendait à ce que je surmonte cela. Elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses, comment elle pouvait être la belle-mère et la grand-mère que je méritais. Que lui as-tu dit? Que je lui avais déjà pardonné. Que l'avoir vue avec Tommy ces derniers jours, voir à quel point elle l'aime et à quel point elle essaie d'être meilleure, cela me suffisait. Aujourd'hui, 5 ans après ce dîner désastreux, la dynamique familiale est complètement différente. Maman vit simplement mais avec contentement dans son petit appartement. Elle fait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation et a un petit cercle d'amis. Jessica et Marc ont acheté une maison modeste et parlent d'avoir des enfants. Les 2 femmes traitent Sarah avec un respect et une affection sincère. Plus important encore, elles ont toutes les 2 appris à être reconnaissantes pour ce qu'elles ont plutôt que d'avoir droit à ce qu'elles pensent mériter. La pression financière de subvenir à leurs besoins les a rendues plus débrouillardes, plus humblées, en fin de compte, plus satisfaites de leur vie. Sarah et moi avons maintenant 2 enfants, Tommy a 4 ans, et sa sœur, Emma, vient d'avoir 2 ans. Les 2 enfants adorent leur grand-mère et leur tante, et ils grandissent en voyant une famille où chacun se traite avec respect et gentillesse. Je gagne toujours bien ma vie, et occasionnellement, j'aide en cas de véritable urgence. Lorsque maman a eu besoin de soins dentaires qu'elle ne pouvait pas se permettre, j'ai payé. Lorsque la voiture de Jessica est tombée en panne et qu'il ne pouvait pas se permettre les réparations, je les ai aidés aussi. Mais ce sont des exceptions, pas la règle, et elles sont accueillies avec une gratitude sincère plutôt qu'une attente. L'aspect le plus satisfaisant de toute cette expérience a été de voir Sarah s'épanouir sans le courant sous-jacent constant de tension familiale. Elle a confiance en son rôle de mère et d'épouse, poursuit ses objectifs professionnels sans jugement, et a développé une relation véritablement chaleureuse avec ma famille. Nos enfants grandissent dans une maison où leur mère est respectée et valorisée, ce qui, je pense, leur sera bénéfique dans leur propre relation un jour. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais géré les choses différemment ce soir-là à Bella Vista. Si j'avais crié, fait une scène, exigé des excuses immédiates. Je ne pense pas que cela aurait conduit au même résultat. Le choc de perdre leur sécurité financière a forcé maman et Jessica à vraiment examiner leur comportement et à apporter des changements durables. Une confrontation dramatique aurait pu être satisfaisante sur le moment, mais elle n'aurait pas résolu les problèmes sous-jacents. La leçon que j'ai apprise est que parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Ce n'est pas facile, et ce n'est pas rapide, mais cela peut conduire à une véritable croissance et à un véritable changement. Quant à cette journée parfaite que maman voulait pour Jessica, il s'avère que les journées parfaites ne consistent pas en des restaurants coûteux ou des environnements luxueux. Elles consistent à être entourées de personnes qui se traitent avec amour et respect. Une fois que maman et Jessica ont compris cela, nous avons recommencé à avoir des journées vraiment parfaites.